Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de découvrir tout de suite ensemble les grands titres de cette nouvelle édition sur Monaco Info. L'inauguration de la ZAC Saint-Antoine, cet ambitieux projet aura demandé 6 années de travaux. La conférence européenne de la Jeune Chambre internationale se poursuit jusqu'à samedi au Grimaldi Forum. Nous prendrons de la hauteur en nous rendant à Vignols, dans les Alpes-Maritimes, où un nouveau lâcher de gypaète vient d'avoir lieu sous l'égide de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Direction ensuite Venise pour l'ouverture de la célèbre biennale. Le prix international d'art contemporain de la Fondation Prince Pierre y est exposé. Nous suivrons le périple de Jean-Christophe Agosta, ce carabinier qui a décidé de parcourir 1000 km en 10 jours au profit de l'association Louis Carlesimo. Et puis, comme chaque jour, depuis le début de la semaine, à la fin de ce journal, le magazine spécial consacré aux Jeux des petits États au Luxembourg. Les athlètes monégasques poursuivent leur moisson de médailles. La nouvelle ZAC du quartier Saint-Antoine à Cap-d'Aille vient d'être officiellement inaugurée ce vendredi matin en présence du prince souverain et de nombreuses personnalités de la principauté, mais aussi des Alpes-Maritimes. Cet ambitieux projet a nécessité 6 années de travaux. La ZAC est donc désormais opérationnelle. Fabien Bonilla a assisté à son inauguration. Un quartier entier inauguré ce vendredi matin, une première à Cap-d'Aille. L'inauguration de la ZAC Saint-Antoine, en présence du souverain, du préfet des Alpes-Maritimes, du ministre d'État, du maire de Cap-d'Aille et de nombreuses personnalités monégasques et françaises. La ZAC Saint-Antoine est située à la frontière de Monaco. Après 6 ans de travaux et plus d'1 million d'heures de travail, cette ancienne friche industrielle et ferroviaire s'est transformée en un quartier résidentiel. Plus de 2 hectares, 66 logements, une école primaire, mais également 5200 mètres carrés de complexes sportifs, un parking, environ 800 places entre voitures, poids lourds et autocars, sans oublier 6500 mètres carrés dédiés à des bureaux et des commerces. Une construction urbaine avec une insertion paysagère, autrement dit 8000 mètres carrés de surface plantée. La réalisation de l'ensemble de l'opération a été confiée à l'entreprise GFC Construction, une filiale de Bouygues Construction. La principauté de Monaco a supporté l'essentiel du coût de cet investissement immobilier. 98% du financement provient de la principauté, soit 205 millions d'euros. L'intérêt pour la principauté est double. C'est d'abord d'améliorer la desserte du quartier économique de Fontvieille. Des milliers de salariés viennent chaque matin des Alpes-Maritimes travailler à Fontvieille et cette liaison marquée va améliorer considérablement la circulation. Ensuite, le deuxième intérêt, c'est d'avoir à proximité immédiate de la principauté un quartier rénové, respectueux de l'environnement, qui permet des équipements collectifs qui vont être gérés par la principauté de Monaco, comme un gymnase, un club bouliste, et aussi des logements sociaux pour la mairie de Cap-d'Aille, mais aussi des logements pour loger les salariés français actifs et qui travaillent en principauté. Je crois que cette réalisation est le signe du partenariat excellent et de l'amitié qui unit la principauté de Monaco et les collectivités locales voisines. C'était une véritable friche industrielle, donc ancienne usine à gaz, un boulodrome dont tout le monde se souvient mais qui était en mauvais état, des délaissés SNCF. Et il a fallu faire preuve de beaucoup d'imagination sur un espace aussi contraint, 2 hectares seulement, pour pouvoir réaliser à la fois cette liaison marquée, mais des logements, des commerces, une magnifique salle de sport, et avec un environnement de qualité puisqu'il y a près d'1 hectare d'espace vert et d'espace paysager. A savoir que l'État monégasque est propriétaire de 3 immeubles, soit 54 logements domaniaux réservés à des salariés en principauté. La gestion du gymnase omnisport et du nouveau stade bouliste Régnier 3 incombe à la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Le service des parkings publics a en charge l'exploitation de ce nouveau parking. Et enfin, en ce qui concerne l'espace commercial de 6000 m², l'attribution est en cours et relève de l'administration des domaines. Le ministre d'État Michel Roger, qui assistait à l'inauguration de la ZAC Saint-Antoine, poursuit ses rencontres avec les acteurs industriels de la principauté.
Michel Roger a visité mardi les locaux de la société Eximol, spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de principes actifs cosmétiques. Le ministre d'État était accompagné notamment du conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, Jean Castellini, et de Serge Pierrive, directeur de l'expansion économique. Eximol a pour clients de grands groupes comme Lancaster, Estée Lauder, L'Oréal ou Yves Rocher. Elle a été créée en 1972 et est implantée dans le quartier de Fontvieille sur près de 5000 m². Cette entreprise emploie 48 salariés. Il s'agit d'un événement certainement historique pour la jeune chambre économique de Monaco. La conférence européenne de la JCI se poursuit en principauté jusqu'à samedi. Elle réunit près de 3000 participants. Sandrine Nègre a rencontré les organisateurs de cet événement. Ils ont répondu avec enthousiasme à l'invitation de la jeune chambre économique monégasque présidée cette année par Leila Chia. Plus de 2700 membres issus des jeunes chambres européennes principalement, mais aussi du monde entier, participent à cette conférence européenne organisée en principauté depuis le 29 mai. Et une chose est sûre, la joie se lisait sur les visages des participants qui se sont tout d'abord réunis au Stade Louis II en présence du président d'honneur de la JCE de Monaco, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Après ce succès, plusieurs rendez-vous ont ponctué cette conférence. Des rencontres étaient notamment programmées ici au Grimaldi Forum pour permettre aux jeunes entrepreneurs de rentrer en contact, mais pas seulement. Un des objectifs principaux du congrès, c'est de pouvoir réunir donc les membres européens sous la forme d'assemblée générale. Donc ce sont les présidents européens qui se réunissent et qui évoquent donc les grands sujets, les grands axes qui vont être mis en place dans le futur pour le développement de la jeune chambre internationale. Et puis la deuxième chose, bien évidemment, c'est que les personnes se rencontrent parce qu'à Monaco, on ne se rend pas forcément compte parce qu'on a une petite jeune chambre, mais pour des pays un peu plus grands comme la Suisse qui a beaucoup de délégués ou l'Allemagne, c'est vrai que c'est l'occasion aussi entre délégués d'un même pays de se rencontrer, ce qu'ils n'ont pas l'occasion de faire tout au long de l'année. Plusieurs membres justement composaient la délégation suisse, le pays comprenant différentes jeunes chambres. Au-delà du contact, cette conférence offre aussi aux participants une occasion d'échanger des idées et de découvrir les actions des jeunes chambres dans leur pays d'origine. Mes objectifs étaient pour cette année de trouver plusieurs membres pour notre chambre, parce que c'est aussi très difficile de trouver des économistes qui se engagent pour des choses importantes. Et deuxièmement, on a fait une gala, une soirée pour des gens handicapés. Et c'était une gala qu'on a pu récupérer 30 000 francs suisses pour donner à ces gens. Et ça, c'était un de mes objectifs de l'année. Et après Monaco, la prochaine conférence européenne en 2014 aura lieu une nouvelle fois sur les rives de la Méditerranée, mais à Malte cette fois-ci. La Turquie est quant à elle en lice pour l'édition 2015. C'est incroyable d'être ici, de savoir que nous serons peut-être de prochains organisateurs. Nous avons déjà accueilli des rendez-vous internationaux en 2002 à Istanbul, puis à Antalya en 2007. Pour l'instant, nous sommes candidats, mais si nous devions gagner, ce serait vraiment fou. Mais pour l'heure, la conférence européenne se poursuit en principauté jusqu'au 1er juin, date de la cérémonie de clôture. Et puis événement dans l'événement, les jurys lèveront le voile samedi sur les résultats du concours de création d'entreprises organisé par la JCE Monaco et la Fondation Como. Affaire à suivre. Nous quittons à présent la Principauté pour rejoindre le département voisin des Alpes-Maritimes. À Vignols, jeudi a eu lieu un lâcher de gypaètes barbus dans le parc national du Mercantour. Depuis 2007, la Fondation Prince Albert II de Monaco est associée à la réintroduction de cette espèce dans cette zone. Voyez ce reportage de Crisinda Tomel, Orazio Gaggino et Éric Pocoy. Il s'agit du plus grand rapace d'Europe, disparu des massifs alpins à la fin du XIXe siècle. Le gypaète barbu peut atteindre 3 mètres d'envergure et peser jusqu'à 7 kilos. Depuis 20 ans, ces oiseaux charognards sont protégés par le parc national du Mercantour, qui procède tous les ans à un lâcher de poussins. Soucieuse d'un environnement durable et de qualité, c'est tout naturellement que la Fondation Prince Albert II a signé un partenariat avec le parc afin de participer à ce programme de réintroduction du gypaète barbu.
Retour à Vignoles, où après avoir fait un long voyage, les oiseaux ont été présentés au prince souverain, au hameau de Vignoles. Le couple, composé d'un mâle et d'une femelle, prénommés Tenao et Costa, proviennent d'Autriche et d'Espagne. Ces oiseaux qui ne se connaissent pas encore vont devoir apprendre à cohabiter ensemble pour devenir peut-être un jour un couple. Et il a un rôle au niveau d'écosystème plus qu'important puisqu'il est en toute fin de la chaîne alimentaire. Donc c'est le nettoyeur en fait de nos montagnes. Et quand il avait justement disparu, le problème c'est que les animaux qui mouraient, ils étaient là et se décomposaient. Et ils polluaient même les sources qui étaient en aval. Et donc maintenant, grâce à son retour, on a nos montagnes propres et il est là, il surveille et il permet d'avoir justement cet équilibre retrouvé. Un réseau d'élevage a donc été organisé afin de constituer une population de couples de reproducteurs. À l'âge de 3 mois, ces oiseaux quittent le centre et sont déposés en pleine nature. Après 1 heure de marche, les gypaètes barbus ont été déposés dans leur nouveau nid, une grotte spécialement aménagée pour eux et située à 2000 mètres d'altitude. Nourris par l'homme, ils n'ont cependant aucun contact avec lui afin qu'ils puissent acquérir au plus vite l'indépendance alimentaire. Le gypaète barbu, ça fait partie de la famille des rapaces, mais c'est un rapace charognard, donc qui n'est pas chasseur. Il se nourrit de cadavres d'animaux qu'il trouve morts. Donc il a besoin d'espaces non boisés pour les trouver, vu son envergure, presque 3 mètres, passer sous les arbres, c'est pas possible. Donc il faut de la pelouse, de la prairie ouverte. C'est un animal assez curieux, donc il s'approche volontiers des touristes, il les survole à 20 mètres au-dessus, il survole aussi les troupeaux domestiques. Donc un animal assez placide, vraiment curieux, intéressant. Et donc souvent, c'est ce qui lui vaut une mauvaise réputation parce que les gens ont l'impression, ou les éleveurs aussi, qu'il va s'attaquer aux troupeaux ou qu'il peut s'attaquer aux enfants. C'est ce qui existait à une époque. On disait qu'il emmenait les enfants dans son aire, ce qui est impossible pour lui, vu le poids, c'est pas possible. Un animal de 7 kg ne peut pas emmener quelqu'un de très lourd. Donc voilà, sa mauvaise réputation a fait qu'il a disparu petit à petit. Jusqu'à présent, il y a eu toujours une grande réussite puisque ces gypaètes, comme nous avons relâché, sont en pleine santé. On a même une très bonne nouvelle puisqu'il y a un couple d'un gypaète qu'on avait relâché ici dans le parc du Mercantour qui s'est mis en couple donc, avec un gypaète qu'on avait lâché dans le parc naturel Alpes-Maritimes. Donc ils se sont installés ici à quelques kilomètres d'ici et sans doute ils vont nous faire des petits gypaètes. Donc ça montre, c'est vraiment l'indicateur de la réussite de cette opération. Aujourd'hui, grâce à ces réintroductions, les populations vont devenir presque autonomes. Et donc ça sera vraiment le succès de cette grande opération qui est à l'échelle alpine. C'est le jour où on ne réintroduira plus. Ça voudra dire que le gypaète est dans nos montagnes et que maintenant il joue son rôle parfaitement. Il n'a plus besoin de l'homme. Depuis 1986, près de 187 gypaètes barbus ont été lâchés dans les Alpes. 22 couples se sont formés, dont la reproduction s'est conclue par l'envol de 10 jeunes. Alors si vous croisez un jour le chemin de l'un de ces oiseaux, n'oubliez pas que c'est un charognard, qu'il est simplement curieux et qu'il ne vous fera aucun mal. De Vignoles, dans les Alpes-Maritimes, nous partons à Venise où a débuté la traditionnelle biennale. À cette occasion, le prix international d'art contemporain de la Fondation Prince Pierre y est exposé. À Venise, nous retrouvons Sandrine Nègre et Serge Prémont. Il s'agit certainement de l'une des plus belles villes au monde. Il faut dire qu'avec son architecture, sa situation sur l'eau et ses lumières naturelles, Venise est déjà à elle toute seule une œuvre d'art à ciel ouvert. Pas étonnant donc que la Cité des Doges reçoive depuis plusieurs décennies les artistes du monde entier lors de sa biennale. Et cette année, pour sa 55e édition, l'île paisible de la Giudecca, face à la place Saint-Marc de l'autre côté du canal, accueille une grande première, l'exposition du 45e prix international d'art contemporain de la Fondation Prince Pierre, inaugurée par son Altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre. C'est une idée qui trottait dans la cervelle de notre précédent directeur artistique, Jean-Louis Froment, et qu'Abdelakaroum, notre actuel directeur artistique, a reprise avec enthousiasme, donner au prix d'art contemporain de la Fondation une audience plus internationale que lorsque nous faisons l'exposition à Monaco. Le lieu est un lieu très particulier puisque c'est
une friche industrielle, on peut dire ça comme ça, une ancienne brasserie, l'ancienne brasserie de Venise, juste à côté des anciennes minoteries de Venise. Et c'est un lieu qui a été choisi par l'équipe et par la princesse, parce que c'est un lieu qui est investi par les artistes toute l'année. L'espace Punch, un lieu atypique donc pour cette exposition située sur la Giudecca, un quartier réhabilité au fil des années, un lieu qui sort de l'ordinaire et qui offre ainsi un écrin original à une œuvre unique réalisée par une artiste connue ici, puisqu'elle participait à la Biennale en 2011. La pièce centrale du projet de Joyce and Society, c'est un film qui s'appelle The Joyce and Society. Et ça, c'est un espèce de documentaire un peu spécial, disons, sur un groupe de lecture des textes de James Joyce, Finnegan's Wake. C'est un groupe de lecture qui se trouve à Zurich et qui lit les livres, ces livres, Finnegan's Wake, depuis 30 ans. Donc, ils se rendent ensemble tous les jeudis pour lire les livres. Et ça prend 11 ans. Le moment où ils finissent et recommencent, c'est que c'est aussi quelque chose de spécifique à ce livre, parce que le livre finit par la même phrase qui commence. Et les autres deux pièces sont en relation avec le film, donc complètent le film. Un an de travail a été nécessaire pour créer cette œuvre qui rend hommage d'une certaine manière à l'écrivain James Joyce, un auteur irlandais, une artiste espagnole, une œuvre réalisée à Zurich, Bruxelles et Barcelone, exposée à Venise par une fondation monégasque, une belle illustration de l'aspect cosmopolite et international de cette manifestation vénitienne. La Biennale de Venise est un grand rendez-vous mondial de l'art. C'est un des grands événements internationaux où il y a des représentations nationales depuis maintenant plus de 100 ans. Et c'est aussi une compétition, disons, où il y a l'histoire des pavillons avec un artiste qui représente une nation, avec un curateur qui représente une nation, qui confronte des productions et qui suivent un peu, disons, les modes, les modalités de production internationale de l'art. Il y a aussi ce programme d'événements collatéraux qui font aussi partie de ce paysage artistique de la Biennale et dans lequel la Fondation Prince-Pierre de Monaco fait partie cette année. Exposition du prix d'art contemporain à découvrir donc sur la Giudecca à Venise jusqu'au mois de novembre. La Biennale n'est pas le seul rendez-vous artistique de Venise. Impossible bien sûr de tous les citer, mais une chose est sûre, après la découverte de l'exposition du prix de la Fondation, ne manquez pas de découvrir la collection Peggy Guggenheim, la même où la présidente et les membres de la Fondation Prince-Pierre se sont rendus à l'issue du vernissage de l'œuvre. La collection Guggenheim qui renferme de véritables trésors signés, entre autres, Picasso, Magritte, Duchamp, Pollock, Matisse, Léger ou encore Kandinsky. Après Vignols, après Venise, direction le département du Var et tout particulièrement la petite ville de Figanières, terme de la première étape de l'opération 1000 km pour 1000 enfants. Le carabinier Jean-Christophe Agosta, qui s'est lancé dans cet incroyable défi, est arrivé mercredi soir à Figanières après un départ le jour même de Monaco. Nous étions sur place pour l'accueillir. Nous l'avions laissé place du Palais pour le départ symbolique de l'opération 1000 km pour 1000 enfants. C'est à la caserne du boulevard de Belgique que nous avons retrouvé tôt mercredi matin Jean-Christophe Agosta. Ce carabinier du Prince s'est lancé un défi hors norme. Après l'appel du matin, c'est en courant qu'il a quitté la caserne et c'est en courant qu'il passera ces 10 prochaines journées puisque Jean-Christophe va parcourir 100 km par jour jusqu'au 8 juin. Après une première journée de course de 11 heures, c'est à Figanières, dans le Var, qu'il a achevé la première étape de son épopée. J'ai eu de super sensations jusqu'à un gros 60-70e kilomètre. Après, ça commence à devenir un peu plus difficile. C'est là où c'est que j'ai pris un petit coup de pompe. Et bon, là, vers la fin, plus on arrive, plus on a envie d'arriver, plus il tarde, et donc plus on est fatigué, quoi. Ça, c'est inévitable. Bien sûr que je m'attends à souffrir, je m'attends à vivre des moments difficiles, mais bon, ça fait partie de la course. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'à un moment donné, avec bon, l'expérience que j'ai, je sais ce qui m'attend, donc bon, je m'y prépare, et bon, et bien, quand il arrive l'ouragan, vélo de rong, on attend que ça passe, et après on repart. Hein. Sur son passage, Jean-Christophe suscite l'admiration. Il fait plus de 2 marathons par jour.
Il faut sacrément avoir envie de défendre quelque chose pour se lancer dans une affaire pareille. Et, bon, il est clair que c'est un sportif, il est clair qu'il a le soutien de toute la principauté derrière lui et de toute la France aussi. Mais franchement, il faut être très très courageux. Je voudrais surtout dire, ce que j'ai retenu, c'est le projet qui est derrière et l'association. Je trouve qu'effectivement aujourd'hui, il est particulièrement important que le citoyen se saisisse de tout un tas de choses qu'on ne peut pas demander à l'État qui que ce soit d'assurer. Et donc c'est ça aussi qui va nous créer du lien. Je trouve que, alors, que ce soit accompagné en plus par un exploit, parce qu'il faut le dire, hein, un sportif de cet ordre, je tire encore plus mon chapeau. Jean-Christophe est entouré d'une équipe d'une dizaine de personnes, dont un kiné et ses amis carabiniers. Ils sont là pour assurer sa sécurité sur les routes et lui apporter un soutien moral. C'est une émotion énorme. En fait, il faut voir que Jean-Christ, depuis qu'on est parti ce matin à 7 h, il n'a pas eu de baisse de régime. Sur 100 km, il a fait 100 km à 10 km/h. C'est incroyable. Il faut voir que depuis Cagnes-sur-Mer, on n'a fait que monter. Donc à Cagnes, on était à peu près à 35 km. Le reste, c'est que de la montée jusqu'à Figanière. C'est incroyable. Il a une force mentale et une force physique vraiment exceptionnelle. Vous lui parlez, comment ça se passe pendant une journée de course? Alors en fait, comme vous l'avez expliqué, moi je suis dans la voiture suiveuse avec notre kiné, Sylvain. Et suivant la difficulté du parcours, de l'itinéraire, je vais descendre et je vais l'accompagner pour courir avec lui, pour lui indiquer les croisements, éventuellement les sens interdits qu'il doit prendre en courant, mais que nous on ne peut pas emprunter en voiture. Et aujourd'hui, je l'ai accompagné dans pas mal de montées pour ne pas le laisser seul, parce qu'à un moment, j'imagine, il ne le dira jamais, ça va être quand même difficile, mais il ne le montre pas. Au lendemain de cette étape à Figanière, Jean-Christophe a pris la direction de Mérargues. La météo est avec lui. Il n'a pour l'heure pas été freiné par les intempéries. Il est attendu le 8 juin, place Vendôme à Paris. Avant de passer aux prévisions météo, retour sur les célébrations de la Fête Dieu. De nombreux fidèles et représentants du clergé, au total près de 300 personnes, ont participé jeudi soir aux festivités. Une première procession a quitté la place de la mairie pour rejoindre la cathédrale où a été célébrée une messe. À l'issue de cet office, la foule s'est rendue au Palais Princier où l'archevêque de Monaco, Monseigneur Barcy, a procédé à une bénédiction dans la cour d'honneur du palais sous le regard du couple princier, comme vous pouvez le découvrir sur ces images. Nous refermons cette édition avec les prévisions météo pour les tout prochains jours. Samedi, beau temps, nuages insignifiants, peu de vent, température presque conforme à la saison. Dimanche, maintien d'un temps assez ensoleillé, très doux, légère brise de mer et des températures moyennes comprises entre 16 et 22 degrés. Lundi, temps calme, nuages au programme, mais avec tout de même de belles apparitions du soleil. Mardi, le temps sera moyennement ensoleillé et les températures resteront agréables. Voilà, ce sera le mot de la fin. Dans un court instant, la suite de nos programmes sur Monaco Info et un magazine spécial consacré au jeu des petits États au Luxembourg avec toujours de très belles performances de la délégation monégasque.